cour de récré, ça fait pas de cadeau. Et j'étais un garçon qui était assez efféminé. Avec cet attrait-là pour justement les fleurs, etc., est-ce que tu te sentais différent? Les gars, tout de suite, ils me traitaient de... Et là, tout le monde se fout de ma gueule. Il a tellement hurlé que les serveurs arrivent, les cuisiniers arrivent, et là, il m'engueule devant tout le monde, il balance la casserole. Il m'a dit, mais en gros, tu jamais avec la nana si tu lui fais ça et tout. Dans la mentalité américaine, c'est quand il y a quelque chose où on est bon, en fait, il le pousse à fond, quoi. Je apprends que la France est confinée. Et là, ça commence à sentir le roussi pour moi. Et il me dit, désolé Tom, mes fromageries, elles ferment. Je peux pas renouveler ton visa. Et donc, du coup, je démarche une centaine d'influenceurs. J'attends la story, elle l'a fait. Et là, je vois les abonnés qui décollent. J'en prends... en 24 heures. C'est dingue. Toi, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à ces personnes pour qui, en fait, leurs ambitions sont limite inatteignables? Salut à tous et bienvenue dans Sous les apparences. Aujourd'hui, on reçoit encore une personne iconique au bord de nos micros. C'est juste pour vous donner un petit mot avant tout, finalement, pour vraiment vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour nous donner du soutien et continuer. Tom a grandi dans une famille aimante, enfant hyperactif et créatif, mais freiné par une dyslexie, ce mot est très compliqué même pour moi, qui lui complique l'école. Gros bosseur à 20 ans, il travaille 15 heures par jour dans les cuisines du Ritz à Montréal. Il y fait son coming out dans une brigade, on va dire, peu ouverte. Il encaisse puis décide de tout quitter. À 22 ans, il dirige 3 fromageries au Canada, mais là, le Covid bouleverse tout. Une rencontre, une idée, 8 mois après, Tableau Paris voit le jour. Et aujourd'hui, Tom dirige une marque à plusieurs millions, mais derrière le succès, il y a un homme qui a travaillé dur pour réaliser ses rêves. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Sous les apparences. Tom, quelle est la phase de ta vie qui t'a le plus transformé pour t'amener à qui tu es aujourd'hui ? Oula, déjà belle présentation, incroyable. Quelle est la phase de ma vie qui m'a le plus transformé, c'est ça ? C'est ça. Je dirais mon enfance, évidemment, là où tout a commencé. Quand j'étais gamin, je devais avoir 6-7 ans, j'étais déjà un grand fan de fleurs. Vous voulez qu'on commence là-dessus ? On parle de... Allez, on l'enfance. commence là où tu veux. Et il faut savoir que je suis né dans une famille de 3 garçons. Donc on est 5 dans la famille. Et déjà petit, on voyait une légère différence avec mes frangins que j'aime énormément. Mais voilà, j'étais un jeune assez différent. J'ai grandi dans une petite ville de campagne. Et j'allais toujours à droite à gauche, aller chercher des fleurs. Je les ramener à la maison. Je volais des fleurs même sur les cimetières et je allais offrir ça à ma mère. Elle criait, elle était là, mais ça va pas, faut jamais faire ça, etc. Mais voilà, j'ai toujours adoré les champs, les fleurs. J'étais un garçon assez créatif, tout jeune. Donc sans même que tu le saches, en fait, t'avais déjà un peu la firme Tableau Paris, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais, un petit peu. Tableau Paris, on en reviendra juste après. C'est une combinaison de pas mal de mes passions, de 3 passions au total, qui sont le fromage, les fleurs et la cuisine. Mais ouais, c'est vraiment venu de là. Vraiment, quand j'étais gamin, j'aimais même tout ce qui brillait. Mon père m'appelait la pie. Ok. Ouais, il m'appelait comme ça. Et dès qu'il y avait une femme avec des bijoux, etc., j'ai toujours aimé les belles femmes avec des beaux colliers, des beaux bracelets. J'ai toujours aimé l'argenterie. J'ai toujours aimé une belle table avec des belles assiettes. Déjà très très jeune, j'étais sensible à ces choses-là. Et tu penses que ça vient d'où, ça ? C'est quelque chose qu'il y a dans ta famille, le côté un peu créatif ? Mais pas vraiment, en fait. Mère au foyer et père agent SNCF. Donc vraiment, j'étais pas baigné dans un environnement artistique ou particulièrement féminin, parce qu'on dit souvent que les fleurs c'est les femmes. On dit souvent qui se cache derrière tableau, qui est la femme créative. Et en fait non, je dis non, c'est moi. Donc Okay. donc voilà. Est-ce que quand tu étais plus jeune, du coup, avec cet attrait-là pour justement les fleurs, etc., est-ce que tu te sentais différent par rapport, par exemple, à des camarades ou ce genre de choses ou... Ouais, bien sûr. Et justement, j'ai mis vraiment longtemps à comprendre ma valeur ou à comprendre ou accepter cette passion. Quand j'étais gamin, vraiment les fleurs à l'école, c'était pas vraiment une passion que les garçons avaient. Donc je l'ai vraiment mis de côté pendant une bonne quinzaine d'années, quoi. Donc, quand j'ai commencé à grandir, je voyais qu'il y avait une différence entre mes frères et moi. Je voyais qu'il y avait une différence avec mes camarades. Même mon père, aujourd'hui, il me dit « J'ai mis tellement d'années à te comprendre. » Aujourd'hui, on est hyper liés, hein, on s'aime très fort tous les deux. Mais c'est vrai qu'il a mis du temps à me cerner. Même moi, je me cherchais pas mal pendant toutes ces années. Mais voilà, à l'école, je traînais beaucoup avec les filles. Et puis, les gars à l'école, enfin voilà, vous savez comment c'est à l'école, au collège. La cour de récré, ça fait pas de cadeau.
Et j'étais un garçon qui était assez efféminé. Et donc, les gars, tout de suite, ils me traitaient de tous les noms qu'on peut imaginer. Et je me sentais un peu exclu, quoi. Je me sentais vraiment... j'avais pas ma place avec les gars qui jouent au foot. Vous savez, quand on doit choisir les personnes quand on va faire un match de foot, Ouais. moi, j'étais toujours le dernier. Il y avait les filles et puis moi. Et puis vraiment, même, on prenait les filles d'abord. Et puis c'était Tom le dernier qu'on choisissait. C'est horrible, en vrai, cette pratique. Mais j'ai vécu ça. Ça, J'ai c'est vécu fou. ça, moi. Pareil. Truc de football ou basket, etc. On me choisissait toujours en dernier. Parce que j'étais pas celui qui attrayait Ouais. l'attention, etc. C'est fou. Et moi, on me disait, ah non, putain, pas Tom. Ouais, Putain, t'as Tom, bien fait pour toi. On le met au gardien. Et voilà. Visez Tom, il est nul. ouais, c'était ça. Il y avait toujours moi et une fille. On était toujours. Alors, la fille, parce qu'elle était en surpoids. Ouais, Horrible, horrible. Mais c'est ça, exactement pareil. La fille était en surpoids, donc on la prenait pas. Donc c'est là où on voit la maturité Ouais, c'est clair. à cet âge-là. Et puis moi, parce que j'étais juste un peu plus différent, beaucoup plus extraverti, pareil. Ah ouais, toi un côté aussi un peu féminin Ok. que j'ai toujours eu. Et c'était un peu pour ces raisons-là. Donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et comment vous le viviez, ça, tous les deux? Le fait de être choisi en dernier. Vas-y, commence. Comment je le vivais franchement, j'essaie de m'intégrer. Je disais, je trouvais ça assez normal. C'était la seule chose que j'avais connue. Donc, c'est que aujourd'hui, après coup, que je me rends compte, ah ouais, en fait, c'était dur. Mais sur le coup, quand même, je disais, écoute, c'est pas grave, prends sur toi, on continue, on avance. Voilà, je faisais mine que tout allait bien, quoi. Moi, sur le moment, un peu pareil que toi, mais après, donc avec les années, etc., en fait, je me rendais compte que je me travertissais complètement. Donc, toute l'extraversion ok. que j'avais naturelle, entre guillemets, enfin moi, personne finalement, et je m'introvertissais pour être pareil qu'eux, pour être être plus accepté. Donc en fait, j'ai complètement changé et j'ai mis des années et encore un peu aujourd'hui sur quelques assets. J'ai encore du mal à être encore véritablement moi-même, même si maintenant je le suis à 90%, mais Ouais, bien sûr. ça, finalement, au fur et à mesure des années, c'était très compliqué. Et justement, tu me disais, tu me disais au téléphone que toi, tu te rendais plus mec. Ouais, c'est ça. exactement. Donc, on retrouve un peu de ce que dit Tanguy aussi de ton côté. Donc voilà, je cassais vachement le poignet. Donc là, j'essayais justement de pas faire de manière avec mes mains. J'essayais d'avoir une voix plus grave. Donc je me forçais à faire plus mec, quoi, et pour que les gars ils m'acceptent entre guillemets. Donc t'as vu jusqu'à où ça peut aller? Ouais, non, c'est d'une violence. Est-ce que t'as eu des idées noires vis-à-vis de ça ou pas forcément? Non, parce que j'avais une famille qui était hyper bienveillante, quoi. Vraiment, à la maison, on pouvait en parler. Je parlais pas de tout parce que j'avais un peu honte, mais au moins, je savais que j'étais hyper soutenu, hyper aimé. Voilà, je sais qu'il y a eu des moments qui étaient assez durs, mais pas jusqu'à des idées noires, quoi. Et est-ce que ça a eu un lien avec le fait que tu sois dyslexique? Ou pas forcément? Est-ce qu'il y a eu un impact aussi vis-à-vis des autres qui te jugeaient ou pas forcément? Comment tu l'as vécu un peu? Alors, dyslexie, j'ai plus eu du mal avec les profs. Donc, en fait, là, j'étais pas vraiment compris de mes camarades parce que j'étais différent et pas vraiment compris des profs parce que j'étais dyslexique. Et donc, j'avais l'impression d'être à ma place nulle part, à part à la maison où c'était un peu ma safe place, quoi. Et donc, quand je devais avoir 10-12 ans, on me décrète dyslexique, dysorthographique, j'ai les deux. Donc, j'ai fait au total 9 ans d'orthophonie. Donc, je confondais les B et les P. Je lisais extrêmement lentement. Et un jour, donc, je suis tombé, je devais être en 5e, je suis tombé sur un rapport, une feuille simple qui disait « Voilà le niveau de Tom à ce moment T ». Et là, je vois Tom a le niveau faible d'un élève de CM2 en lecture, Tom a le niveau faible d'un élève de CM2 pour le nombre de mots qu'il a dit en 1 minute, etc. Enfin, c'était hyper... Je me rappelle être tombé sur ce document-là. J'étais choqué, quoi. J'étais là, en fait, je suis à la ramasse, quoi. Et j'étais en 5e, donc ça veut dire que j'avais 2 ans et demi de retard, tu vois. Ça doit être dur dans la construction après. Ouais. Et j'ai mis... C'est que à mes 20, avec Tableau, que je me suis rendu compte de ma valeur. Ok, incroyable. Et je trouve qu'en fait, aujourd'hui, quand tu sais que t'es bon dans quelque chose, t'acceptes d'être moins bon dans d'autres domaines. Ouais. Mais donc maintenant, je suis plus OK à me dire, en fait, je suis pas très bon en orthographe. Je suis pas très bon là-dedans, je suis pas très bon en ci, en ça. Mais voilà, j'accepte plus parce que j'ai ce côté créatif que j'ai laissé revenir, qui a été toujours là. Mais vraiment, les fleurs, je les ai complètement occultées jusqu'à mes 23 ans, 24 ans.
Et ça, c'est un problème, mais on en parlait d'ailleurs avec Tanguy là récemment, où dans la mentalité américaine, c'est quand il y a quelque chose où on est bon, en fait, ils le poussent à fond, quoi. Et en France, et c'est aussi lié au système scolaire, où en fait, il faut être moyen partout, il faut venir en fait pallier un peu nos faiblesses et pas forcément prendre le temps d'aller sur ce sur quoi on est bon, par exemple, toi, la partie créative. Ouais, En plus, elle n'est pas trop mise en avant dans le système scolaire Ouais, et t'as pas pu exactement. la pousser et la développer. Donc ouais, là, ça, c'est une des limites du système scolaire aujourd'hui. Ouais. Ah oui, je pense qu'il était complètement inadapté pour moi. J'étais excellent en sport et en dessin, et j'étais extrêmement mauvais dans les matières principales. Donc ça veut dire que ma moyenne, elle était de 8 quand j'étais pas trop mal. Et je me rappelle une fois, j'ai eu 10 sur 20 en maths, j'étais sauté dans les bras de mon père. Il était trop content. Il dit, vas-y, viens là et tout. Donc c'était... mais bon, ils étaient derrière nous quand même. Mais je voyais bien qu'en fait, j'étais pas à ma place et je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer de rattraper ma moyenne, quoi. Et puis c'est là où on voit que finalement les notes ne font pas la personne derrière. Ouais, Tu vois, c'est derrière, le nombre de personnes que je revois, moi, dans mon collège, lycée, etc., qui avaient des 18 de moyenne, 16 de moyenne, etc., donc qui Ouais, étaient ouais. très bons, etc., et qui aujourd'hui, sans les dénigrer du tout, mais qui n'ont pas, contrairement à ce qu'on pouvait penser quand on était plus jeune, si on avait 18, forcément, on allait être méga riche, ou en tout cas, c'était un peu la mentalité dans mon lycée, dans mon collège, etc. Bien sûr. Et tu vois maintenant les personnes qui avaient très bien réussi scolairement, finalement, alors peut-être que ça leur convient très bien aujourd'hui, et c'est tant mieux pour eux s'ils sont heureux, mais c'est plus l'image ils sont pas forcément pétés de thunes ou forcément bien sûr. hyper épanouis, etc. Et on se rend compte de ça. Et comme quoi, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont, comme toi, tu vois, qui avaient des pas bonnes notes ou ce genre de choses, et qui derrière arrivent à faire quand même d'une passion quelque chose ou d'un art quelque chose. Ouais, Et ça, c'est beau. Et justement, on va partir un peu sur ce qui t'a amené après à créer Tableau Paris. Comment toi, t'as découvert la restauration? Donc, je devais avoir 12 ans et je dis à ma mère, je veux devenir fleuriste et cuisinier. J'avais vu ça à la télé, je trouvais ça génial. Faire plaisir aux gens, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Et elle me dit, mais non, mon chéri, tu dois choisir. C'est soit fleuriste, soit cuisinier. Je me dis, c'est ça la vie d'adulte, on doit faire un choix. Mais assez tôt, quand même, je savais ce que je voulais faire. Quand il y a des gens qui mettent tu vois, jusqu'à leur vingtaine, trentaine à savoir ce qu'ils veulent faire. Et donc, assez rapidement, j'intègre une école de cuisine. Et à 15 ans, je me retrouve dans un restaurant de poisson, un petit restaurant à Brest. Et là, c'est un peu une révélation quand même. Je vois que mes notes, elles remontent. Je fais un bac pro. Et là, j'adore. Je suis un des premiers de la classe. En pratique, en cuisine, je suis super. Ça fonctionne bien. J'ai 15 de moyenne, franchement. Ça roulait bien. Et donc, du coup, de mes 15, 16, 17 jusqu'à mes 18 ans, je fais des stages, un peu un stage d'apprentissage dans différents restaurants étoilés à chaque fois et différents hôtels de luxe. Et qu'est-ce qui te plaisait dans la cuisine? Qu'est-ce qui me plaisait? C'était vraiment la partie créative. Tu vois, de partir d'un élément brut, je sais pas, une carotte, un navet, et d'en faire quelque chose qui va faire plaisir à quelqu'un. Enfin, c'est comme t'es un peu magicien, quoi. Tu cuisines, tu mets de l'amour dedans, et puis après, tu fais un plat. Et puis, il y a aussi le dressage, qui est super important pour moi. Rendre quelque chose de beau, et qu'après, quand tu places l'assiette devant les gens, ils font « Waouh, c'est trop beau !» Tu vois, on mange d'abord avec les yeux. Ça me faisait vraiment kiffer. Et puis peut-être d'unique aussi, du coup, parce que chaque assiette n'est pas la même. Et du coup, ça devait te faire kiffer aussi le côté d'unique en mode voilà, je te l'offre, il y aura que toi qui aura cette chose-là. Peut-être, je sais pas, je pourrais Ouais, parler à bien ta sûr. place, mais. Bien sûr, il y a ce côté faire plaisir, et être valorisé aussi. Ouais. J'adorais ce côté-là que c'était moi qu'on regardait parce qu'on me disait waouh, c'est Tom qui l'a fait, c'est cool. À un moment où quand t'étais jeune, j'étais toujours un peu mis de côté. En cuisine, là on me disait là il y a le petit gars, il a quelque chose. Un petit truc de reconnaissance aussi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller dans le restaurant de Pierre Gagnère sur les Champs, un restaurant 3 étoiles, Ok. récemment. Et en fait, il a fait son tour dans la salle et tout le monde le regardait. Oh là là, c'est Pierre, incroyable. C'est fou. Et la reconnaissance en fait que tu donnes en fait à cette personne-là, aussi parce qu'il sert des plats qui sont magnifiques. Et puis c'est un peu ce que tu fais aussi. On en reparlera avec Tableau Paris où tu as des très belles compositions. Donc tu disais comme quoi t'es dans des restaurants étoilés. Après, qu'est-ce qui t'a amené au Ritz à Montréal? Comment t'es arrivé là-bas? Donc juste avant le Ritz, j'ai fait une partie de mon apprentissage à Saint-Barthélemy, donc l'île des milliardaires, je ne sais pas si vous connaissez. Et en passant de la Bretagne, où j'ai fait quelques restaurants étoilés,
petit passage à Paris vite fait au Pullman 4 étoiles à Montparnasse. Et là, j'arrive sur cette île extraordinaire. Et là, en fait, vraiment, je me rends compte qu'un autre monde existe. Un monde de luxe, d'abondance, de beauté aussi. Et je vois, c'est sur une île, des toutes petites cottages magnifiques, une piscine à débordement. Enfin, je vois un peu que la cuisine, elle est magnifique là-bas. Enfin, vraiment, je commence vraiment à rêver. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux que faire du luxe. Je veux que aller dans des établissements qui sont reconnus. Et donc, après mon apprentissage là-bas à Saint-Barth, je reviens à Paris et puis je tombe amoureux d'une personne en France. Et cette personne, elle est mutée à Montréal. Donc, je me dis, bah, let's go, on va aller à Montréal, quoi. Incroyable. Et donc, par amour, je suis allé là-bas. Et en vrai, arrivé à Montréal, je me dis, oula, il n'y a pas beaucoup de restaurants dans lesquels j'ai envie de bosser. La gastronomie, là-bas, elle est ce qu'elle est. Elle est différente de la France. Je rêvais d'aller au Sketch à Londres, donc 2 étoiles au guide Michelin. J'avais un entretien là-bas. Et finalement, j'ai suivi mon cœur et je suis resté à Montréal. Et là-bas, j'avais vraiment 2 restaurants où je voulais aller bosser. Le restaurant donc le Ritz et un autre attendez, je vais le retrouver. Il a pas mal d'étoiles en France. Joël Robuchon. Voilà. Et donc, le restaurant de Joël Robuchon. Et donc, je fais un entretien dans les 2. Et il y en a un des 2 que je suis pas pris. Chez Joël Robuchon, le niveau était tellement élevé. Je devais avoir 20 ans. Et là, ils me disent, bah, désolé, on a pris quelqu'un un peu plus senior. Voilà, ça l'a pas fait. Mais voilà pourquoi je suis arrivé à Montréal. Et ça s'est passé comment alors du coup dans les cuisines du Ritz, etc. Comment t'as ressenti l'expérience? Donc, premier jour, déjà, je me prends une claque parce que grosse pression. C'était une brigade de 30 personnes, 30 garçons. Et c'était assez sport. Là-bas, il y avait 30 garçons hétéros. J'étais le seul. Enfin, à ce moment-là, j'étais un peu en transition. Je commençais un peu à m'avouer gay, évidemment. Et là, je me disais, bon, Tom, t'as 2 choix. Soit tu leur dis, soit tu te caches, quoi. Et je savais que par rapport à ma jeunesse, que c'était pas très bien accepté. Et donc voilà, donc j'ai décidé de le cacher. Okay. Et au bout de 1 an et demi, 2 ans, je l'ai avoué. Et là, ils ont vraiment mal pris. Ils m'ont dit, ah, mais tu nous as menti. Parce qu'évidemment, quand on est en cuisine 8 à 15 heures par jour avec des gars, bah, on parle beaucoup. Ouais. Donc évidemment, bah, je disais pas grand-chose ou je déformais un peu la vérité pour un peu me protéger. Et donc, ils l'ont senti un peu comme une trahison. Comme quand tu disais pas la vérité. Bah ouais. Que... C'est fou, moi, dans les cuisines, j'ai un peu cette image de quand on est dans c'est tellement le rush qu'on n'a même pas le temps de parler. Moi, j'ai cette image-là, et c'est pour ça que c'est bien que tu puisses donner un peu les dessous de sa cuisine. Mais en même temps, il y avait énormément de rigueur. J'ai beaucoup appris. J'étais un peu un électron libre, quoi. J'étais un peu triangle et mon chef voulait que je sois carré, quoi. Donc il forçait, quoi. C'était allez, il faut que tu sois comme ça, etc. J'étais un peu la tête brûlée de l'équipe, quoi. Okay. Mais mais bon, ça m'a appris énormément. Et ton chef, justement, par rapport à ton coming out, lui, t'as embêté ou pas? Ou c'était vraiment la team Alors au début, c'est l'équipe qui savait. Ouais. Ensuite, c'est tombé aux oreilles du chef. Mais avant qu'il le sache, je me rappelle, j'avais cramé un truc sur le feu. Et là, j'étais en chambre froide. Et là, je l'entends hurler à travers le mur. Je me dis, oh là là, putain, c'est sûr, c'est moi, j'ai oublié ce truc-là sur le feu. Donc j'arrive, il prend la casserole et il la balance comme ça sur le passe. Il me dit, mais putain, mais Tom, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire là tu fais ça à ta copine. Bon, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais en gros, tu coucheras jamais avec elle. Et là, assez vulgairement, quoi. Et là, tout le monde se fout de ma gueule. Je vois, il a tellement hurlé que les serveurs arrivent, les cuisiniers arrivent, et là, il m'engueule devant tout le monde, il balance la casserole, et il m'a dit, mais en gros, tu niqueras jamais avec la nana si tu lui fais ça, et tout. Et donc, tout le monde savait, et donc tout le monde rigole. Et après, c'était dès qu'il y avait du poisson à la carte, de l'arrêt, tout le monde se foutait de ma gueule. Ah ouais, mais t'as du mal le vivre quand même, ça. Ouais. Même si t'étais dans ton environnement passion, ça devait pas être simple quand même quand t'as tout le monde qui te fout de ta gueule parce que par rapport à un truc. Enfin, c'est du harcèlement du coup parce que ça devait être à répétition, donc par définition c'était du harcèlement. Donc
Enfin, je sais pas comment tu... Ouais, franchement, j'avais envie de me barrer tous les jours. Ah bah ouais. Ah ouais. C'était je me rappelle les premiers, enfin, déjà les premières semaines par rapport à la pression, j'avais envie de me barrer, mais à la fin, j'avais encore plus envie de me barrer parce que la pression, elle était forte. Et qu'est-ce qui faisait que tu restais, du coup? Le prestige. Je savais qu'il fallait que j'ai cette ligne-là sur mon CV. J'apprenais beaucoup. Je venais sur mes jours de repos pour apprendre à faire. C'était un chef italien, il faisait des pâtes maison. Et c'était vraiment de l'orfèvrerie. C'était vraiment un travail. Il les orecchiettait, il les faisait à la main, comme ça. Et je trouvais ça passionnant. Donc, je venais sur mes jours de repos. Je travaillais 7 sur 7 et je n'étais pas payé. Enfin, pendant ces 2 jours-là, quoi. Mais je voulais lui montrer aussi que j'étais passionné, quoi. Et j'avais tellement à apprendre que c'était OK. Et à ce moment-là, en tant que toi, Tom, en dehors du Ritz, c'était quoi tes ambitions dans la restauration à ce moment-là? Le Tom de 20 ans, 21 ans. Bah, je voulais être chef, je voulais avoir mon resto, je voulais gravir les échelons. Ok. Et un jour, je vois un de mes collègues, il devait avoir la trentaine, il cuit mal une viande et le chef pète un plomb. Il commence à balancer une cuillère à travers le resto et il dit non mais écoute-moi bien, t'es vraiment à moins que rien. Enfin, franchement, t'as 30 piges, ça fait 4 ans que tu bosses ici, t'as rien appris, t'es vraiment con et tout. Enfin bref. Et je me dis, putain, mais c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Ah. Et c'est vraiment ce moment-là où ça m'a fait un déclic et je me suis dit, putain, mais il faut que je me casse en fait. Et du coup, t'es parti où après? Du coup, je suis parti en Californie après. Incroyable. Donc un mal pour un bien. Et c'est drôle quand j'en parle, j'ai l'impression que tout est presque lié. Chaque chose a eu un lien vers là où je suis aujourd'hui. Mais voilà, donc à ce moment-là, je décide de partir. Donc j'envoie des CV aux États-Unis. Je voulais vraiment aller aux US. Et pourquoi? Pourquoi les US? Je sais pas, j'ai toujours eu ce petit côté rêve américain, la Californie, peut-être New York. J'avais envoyé des CV au Ritz là-bas, Ok. à New York, aussi au Ritz-Carlton à Montréal. J'avais essayé de faire marcher mes contacts, tu vois, et puis finalement, ça a payé. Le seul contact un peu que j'avais d'amis, une connaissance. Donc c'est un gars qui a monté la fromagerie à San Francisco. Ok. Et là, du coup, je fais un appel avec lui. Et il me dit, bah voilà, nous on cherche des G1, des stagiaires. Est-ce que ça te dirait de venir, voilà, on peut faire un test, tu peux venir nous voir, etc. Donc je dis, bah écoute, moi ça me tente, quoi. Même pas besoin de test, let's go. Ils m'ont fait un visa et quelques mois plus tard, j'étais parti. C'est fou. Et tu me disais comme quoi il y avait eu un peu un choc entre tu passes du Ritz à faire 8-15 heures par jour à tu finis ta journée au bout de 7 heures du travail et toi tu poussais un peu ça parce que t'étais gros bosseur et tu voulais aussi montrer. Toi, pourquoi tu faisais ça? Alors déjà la transition a été un peu hardcore. Genre, je passe du Ritz à la fromagerie. Déjà en quittant le Ritz, mon chef il me dit non mais tu commençais à peine à être bon. Il pète un câble quand je démissionne. Tellement toxique. Ah ouais. Je lui dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire une lettre de reco et tout. Et il me dit ouais, pas de souci, mais il faut que tu restes une semaine de plus. Allez, encore une semaine. Et il me tenait un peu la carotte comme ça. Bon, il me l'a jamais faite. Et je dis à ma mère, maman, je quitte le Ritz. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on est perdu, mais t'as travaillé tant d'années pour ça. Et je dis non, franchement, let's go. Et à la fromagerie, j'arrive et on faisait 7 heures par jour. Le cadre légal. Et ça me paraissait mais ridicule. J'étais là, mais c'est tout, la journée est déjà finie. Mais let's go, quoi. On vient de commencer, je comprends pas. Là. Et j'étais habitué à faire 6 heures, 6h, 17h, 6h, 20h des fois. Donc là, figure-toi, j'avais envie de continuer, quoi. Je faisais 8, 10 heures par jour et j'étais encore en forme, quoi. Je bossais à la maison, je faisais des fichiers, je mettais des process. Mais par contre, quand même, on vendait des sandwichs le midi. Quand je faisais des sandwichs, j'étais un peu en train de me dire, putain, est-ce que c'est ma place, là, vraiment? Voilà, est-ce que c'est ma place, vendre du fromage? J'étais pas sûr, j'étais pas trop à l'aise, mais bon. Et à ce moment-là, t'étais accompagné? T'étais toujours avec la personne que t'avais rencontrée ou pas forcément? Tu dis pour le fait que j'étais à Montréal? Ouais, enfin même non, du coup après même dans le prolongement, est-ce que t'avais suivi aux Non, États-Unis pas du tout. ou... Franchement, 1 an après arriver à Montréal, la relation elle s'est pas faite. On est toujours en super bon terme aujourd'hui.
Mais voilà, on s'est quitté un an après. Ouais, c'était plus dans le sens justement où quand tu te questionnes, etc., si en plus tu étais seul dans cet instant T, ça ne veut pas être forcément simple, tu es quand même à l'autre bout du monde, tu vois. Après, ce qui est cool, c'est que tu as pu découvrir quand même différentes cuisines de différents pays. Ça a dû te faire kiffer aussi. Ouais, j'ai adoré. Ça te sert aujourd'hui un peu dans tes confections Ouais, vraiment. Après, au Ritz, c'était les cuisines françaises traditionnelles. Ouais, ah oui, tu me diras. Saint-Barthélemy, là j'ai appris une super cuisine, des îles tropicales, ça m'a vraiment appris les fruits et tout ça, que j'utilise encore énormément. Mais chaque expérience dans les différents restaurants où j'ai travaillé m'apporte, fait que ce que est Tableau aujourd'hui. Comme tu as dit, il y a un lien avec tout et. J'utilise tout. Ouais. Tout. C'est trop bien. Ouais. Et donc là, tu as eu cette expérience. Comment ça a évolué? Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive donc à la fromagerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le patron de la fromagerie, il s'appelle Ruben, et je le trouve exceptionnel. Et il me dit, écoute-moi bien, Tom, tu viens d'arriver, voilà ton salaire. Moi, je trouvais ça énorme à l'époque. Et il me dit, je te donne les clés en gros de la fromagerie. C'est toi qui vas devenir le manager. Tu parles français, je suis sûr que t'as les crocs. Si tu réussis bien, je te jure, je vais te faire évoluer dans ma boîte. Et donc, je me suis arraché pour ça. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un me faisait confiance. Et il me disait, vas-y, fais ce que tu veux. Mais j'ai tout redécoré l'intérieur. J'ai refait la cheesecase, donc le présentoir de fromage. J'avais la tchatch vraiment avec les clients, ce que je n'avais pas du tout avant dans les cuisines qui étaient fermées. Et ce que j'ai toujours trouvé dommage, parce que j'ai toujours aimé échanger avec les gens. Et là, le chiffre d'affaires, il a décollé et il était trop content. Donc, quelques mois plus tard, après mon arrivée, il m'a dit, OK, on va t'en donner une deuxième. Et puis après un an après mon arrivée, ils m'ont donné 3 fromageries à gérer à San Francisco, dont sa plus grosse, où j'étais la plupart du temps. Mais c'était un gros business. Ça faisait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et le midi, on faisait... entre midi et 2, ça tournait à des centaines de transactions. Il y avait la file d'attente, 25 minutes, 30 minutes pour un jambon beurre. C'est fou. Ouais, tu voulais vraiment retourner à du 12h, 13h, 20 heures de travail. Gros bosseur, on en a pas parlé tout à l'heure, mais aussi tu étais délégué de classe dès le début, tu étais hyper investi dans tout ce que tu faisais aussi. Donc ça se ressent aussi maintenant dans ce que tu fais. Et donc tu as cette expérience-là. Toi, tu as quel âge à ce moment-là? Alors, quand j'arrive à San Francisco, j'ai 22 ans. Ok, donc t'as 22 ans. À 22 ans à peu près, donc t'as aussi 3 fromageries. Ouais, 23. 23, 24. Là, j'avais. Donc, à 24 ans, c'est là où j'avais les 3 fromageries, sur les 23, 24. Putain, c'est fou à cet âge-là, quand même. Ouais, et puis 3 langues différentes, espagnol, français, anglais. L'anglais, je parlais très, très mal à l'école. Et puis, un peu plus de 27 personnes au total. Donc, c'était. Mais vraiment, j'aimais beaucoup. J'étais dans mon élément, je voyais que ça me plaisait pas mal. Et je vivais un peu le rêve américain, quoi. J'étais dans une ville qui acceptait aussi vachement l'homosexualité. Et j'étais comme un poisson dans l'eau. Je vivais à Castro, donc le quartier gay là-bas. Et dans une ville qui acceptait, mais même pas l'accepter, l'embrasser, quoi. Ok, il y avait... historiquement aussi, il y avait Hervé Milk, qui était un politicien, un des premiers politiciens gays. Donc, j'ai trouvé ça génial, quoi. J'adorais l'histoire de San Francisco. Et à ce moment-là, est-ce que tu as commencé à avoir une fibre un peu entrepreneuriale en disant, OK, c'est trop cool. Alors, tu l'avais un peu avec les 3 fromageries en soi, mais est-ce que tu t'es dit, bon, voilà, j'aimerais quand même faire rajouter mon grain, créer mon propre truc? Tout à fait. C'est à ce moment-là que Ruben, mon patron, il me dit, si tu veux, on peut s'associer. Tu peux, si tu as envie de créer une fromagerie, tu peux en créer une 4e. Par contre, il faut beaucoup d'argent, quoi. Donc, est-ce que tes parents peuvent t'aider? Est-ce que tu peux hypothéquer peut-être la maison de tes parents? Est-ce que tu as des biens en France? Est-ce que voilà? Et j'étais là, oulala, c'est peut-être un peu trop tôt pour moi. Mais j'ai quand même essayé. Mais en tout cas, il a porté une graine. Et en fait, je voyais que c'était possible. Ils étaient 3 associés. Et je voyais les gars, ils étaient jeunes, ils se battaient. Et ils avaient commencé comme moi en apprenti. Et maintenant, ils étaient 3 associés avec un business qui faisait des millions d'euros outre-Atlantique. Je me suis dit, putain, mais... en fait, ils sont pas plus bêtes qu'un autre, tu vois. C'est possible. Incroyable. Et alors derrière, donc t'es resté aux États-Unis ou après, donc du coup t'es rentré? Du coup, voilà, il y a le Covid qui arrive. Ouais. Moi, j'étais à Hawaï sur une plage tranquillement avec une amie et j'entends parler du Covid en Asie. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, etc. Et là, en fait, finalement, semaine après semaine, je vois que le Covid commence à partir. Donc, ça a vraiment fait l'Asie, l'Europe. Je me dis, mais c'est pas vrai, ça va être une catastrophe. Là, je apprends que la France est confinée.
Et là, ça commence à sentir le roussi pour moi. On arrive à la fin de mon visa. Et il me dit, désolé Tom, mes fromageries, elles ferment. Je peux pas renouveler ton visa. Et là, c'est un peu la douche froide. Je lui dis, OK, comment on peut faire? On essaie de trouver des solutions. J'essaie un peu de rester illégalement. J'essaie de me marier avec un Américain ou une Américaine sur place. Voilà, je demande un peu à mes amis, tu veux pas te marier avec moi, quoi? Et quand même, c'est quelque chose qui se fait. Les gens entre eux, ils peuvent se marier pour filer un petit coup de main, quoi. Ouais. Mais quand même, c'est assez lourd le process. Faut vivre ensemble, faut avoir des photos, faut prouver, faire patte blanche devant l'administration. Ouais, sinon il y aurait beaucoup de mariages à la journée, t'imagines? Tu vas voir Elvis Presley à Las Vegas. Non, c'est assez lourd comme process. Il faut bien connaître la personne et tout ça. Donc en fait, je me rends compte que j'ai pas trop de solutions. Et je vois que rester aux États-Unis illégalement, s'il me chope, je peux pas revenir sur le sol pendant une quinzaine d'années. Donc retour à la case départ à Paris. Ok, donc t'es arrivé à Paris au moment du confinement, du coup? Voilà, vous étiez déjà confiné depuis quelques semaines. Je sais même plus combien de temps ça a duré le confinement. Ça a duré un petit moment. Il y en a eu tellement en plus à la suite. Il y en a eu deux. Enfin, tu sais, je sais plus. Ça a fait mars pendant quelques mois. 5 mois. Et après, il y en a eu un, je crois, en octobre, septembre. Un truc comme ça, je crois. C'est ça, ouais. Il y a eu une petite période, un moment pendant 2 semaines où les gens pouvaient entre guillemets ressortir. Il y a eu les autorisations et après ils ont dit en fait non, on retourne. Il y avait encore les autorisations, mais c'était mieux d'être chez nous. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc c'est fou, j'ai l'impression que c'était hier, moi, le confinement. Du coup, je me dis, Tom, il est arrivé à ce moment-là, mais c'est hier. C'est fou. Et donc, t'es retourné en France. Tu vivais où? Donc, entre-temps, j'avais rencontré un garçon pendant mes vacances à Paris. Donc, chaque année, je revenais en France, voir ma famille, évidemment. Et puis, un été à Paris, je rencontre un gars, un petit amour de vacances. Et puis, on s'entend super bien. Et on continue à discuter quand même. Il vient me voir aux US, on s'appelle tous les jours. Et là, il voit qu'en fait, que je vais revenir en France. Donc, il me dit, Tom, moi, je suis super content. Ouais. Enfin, lui, il était super content. Il s'appelle Jorge, il est colombien. Et puis, il me dit, let's go, si t'as envie de venir habiter chez moi, tu peux. Je dis, bon, écoute, j'ai pas trop d'autres solutions. Mais ma famille habite en Bretagne, donc let's go, j'arrive. Donc, il avait un petit appartement de 26 mètres carrés. Mais il faut savoir que quand même, quand je rentre en France, je suis dégoûté. J'ai pas du tout envie d'être à Paris. Je trouve que la mentalité parisienne et la mentalité américaine, elle est complètement différente. Ils sont très froids, je trouve, les Parisiens. Et ça faisait 4 ans et demi que j'étais à l'étranger, quoi. Je voulais pas revenir. C'est le choc. C'est drôle, c'est quoi la différence là? Tu disais très froid. Est-ce que tu vois d'autres différences? Ouais, je vais te donner un exemple super simple. Premier jour, je rentre des États-Unis, je vais faire les courses parce que vraiment, les magasins en France, il y a plein de produits exceptionnels. On se rend pas compte de la chance qu'on a. Et c'est pas cher. Donc c'est la première chose que je me dis. Et là, je vais à la caisse, je passe tout et je dis à la dame, comme en anglais, comme hello, how are you? Je dis bonjour, comment ça va? Elle me dit, mais pourquoi vous me demandez si ça va? Je dis je sais pas, pour savoir comment vous allez et tout. Elle me dit, mais on se connaît pas? Ah oui, oui, très bien. On va pas demander. Tu sais, la claque de genre, t'es en France en fait. Et en fait, on peut avoir ce côté, c'est fake aux États-Unis, tout est amazing, tout est incroyable, how are you, bienvenue, machin. Et oui, je suis assez d'accord que ça peut paraître un peu fake, mais en fait, au quotidien, c'est hyper agréable. Ça te met dans un bon mood, positivisme. Dans un bon mood. Et les gens, ils te font des compliments hyper facilement et tout. Et ils disent, ouais, mais bon, c'est difficile de construire des relations hyper profondes avec eux. D'accord, mais en fait, j'ai pas envie de construire des relations hyper profondes avec tous les gens que je croise. Donc, globalement, ça fait, je trouve, des connexions avec les gens qui sont assez superficielles, ok, mais hyper agréables. Ok, trop bien. Et alors, du coup, donc, tu vis avec lui? Et donc, je vis avec lui. Et donc, en fait, on s'était vus quelques jours à Paris et quelques jours aux États-Unis. Donc, juste en vacances. Donc là, on habite ensemble, confinés, sans se connaître très bien. Ça se passe comment? C'était chaud. C'était chaud parce que je suis paumé, je sais pas quoi faire, j'ai pas beaucoup de thunes. Donc, il me file un peu un coup de main pour le loyer. Vite, je me rends compte que il est obligé de payer les courses aussi. Et quand vous êtes dans un appartement de 26 mètres carrés et que quelqu'un vous finance, entre guillemets, vous devez vivre à son crochet, et que moi, une de mes valeurs principales, c'est la liberté, franchement, c'était l'enfer. L'estime de toi, comment elle était à ce moment-là? À zéro. Ouais. À zéro. Non, c'était vraiment pas ouf. Au Franprix, pour avoir un peu des produits un peu sympas, je piquais un peu des trucs comme ça. Enfin, c'était pas honnête, désolé au Franprix, mais je voulais apporter aussi ma valeur dans le couple, quoi.
Mais finalement, ça l'a fait. Il me soutenait. C'est un garçon qui est hyper patient, assez discret. Moi, j'aime bien les garçons qui sont assez calmes, assez posés, un peu l'opposé de moi. Et finalement, il me file un coup de main. Franchement, pendant 8 mois, recherche et développement, on pense à Tableau. Mais vraiment d'où c'est parti. Je fais en fait, je réunis un peu mes passions, comme je disais au début. Donc la cuisine, le fromage et les fleurs. Et je fais un premier plateau de fromage, hyper esthétique, très 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 beau. Je pourrais vous montrer la première photo. Et je le donne à ma voisine, qui était un peu la seule connexion qu'on avait. On s'entendait super bien, elle avait le même âge que nous. Et elle me dit, mais c'est génial, Tom, c'est trop beau. Je travaille au Bonbon. Je sais pas si tu connais le magazine et tout. Je dis, ah non, je connais pas. Et elle me dit, mais ça va cartonner, je suis sûr. Au déconfinement, tu vas voir, on va te faire un article. Incroyable. La bonne étoile. Ouais. Le déclic. Le déclic, ouais. Incroyable. Et elle me dit, putain, j'ai montré ça à ma mère, elle en veut un. Donc sa mère fait une attestation, elle vient le chercher, qui était un peu sa voisine. Et donc je vends mon premier plateau quelques mois après mon retour en France. Mais figurez-vous quand même que pendant ces 8 mois, j'essaie quand même de trouver un job. Donc je distribue des CV dans différents bars qui étaient un peu confinés. Franchement, je suis paumé. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais 24 ans quand je suis revenu à Paris. C'était le moment où j'étais le plus paumé de ma vie. Et c'était le moment aussi qui était un peu les fondations de Tableau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à des moments, on peut être vraiment perdu. Mais en fait, c'est les prémices de quelque chose de grand après. Ok, incroyable. C'est souvent ça. Et puis pareil pour l'être humain, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand tu as une très belle période, juste avant, c'est souvent des périodes de stress. Ouais, ok. Par exemple, je donne un exemple très concret. Moi, avec quoi je l'ai remarqué, c'est que je saute en parachute et en fait, à chaque fois, c'est merveilleux la journée ou la semaine qui suit, sauf que juste avant, c'est une période de stress très très intense. Où je sais pas, tu vas faire une conférence ou tu vas faire quelque chose. Okay. Avant, tu vas énormément stresser, mais ça va passer et après, ça va être une expérience de fou. Sûr. Et on retrouve un peu de ça. En fait, il faut accepter que ce soit dur pendant un moment, pour qu'après que ça soit encore plus merveilleux. Mais quand t'es dedans, c'est très compliqué. Pas compte. Mais après, t'es trop content de là où t'es arrivé. Ça, c'est fou. Ouais. C'est ça la beauté, entre guillemets, un peu, je trouve, de la vie. Tu vois, si imaginons tout était linéaire, parfait. Non, c'est clair. Ce serait limite chiant, en fait. Je veux des problèmes. Non, ouais. non. Mais ça, si tout était parfait, la réussite n'aurait pas de goût. Ouais, grave. Et alors, du coup, à la suite donc, de la première création de tes tableaux, donc c'est sûr qu'au début, tu gagnais pas d'argent. Enfin, tu faisais payer ta voisine ou ce genre de choses. Ouais, je lui ai payé 30 balles les produits, quoi, un truc comme ça. Et alors, du coup, comment ça avance après concrètement? Parce que du coup, tu recherchais un travail. Du coup, je recherche un travail et j'en parle quand même pas mal de mon idée. Et j'ai un premier investisseur qui s'approche de moi, un Suisse, un ami d'amis, qui me dit, moi, je crois en ton projet, etc. C'est venu comment, ça? Il t'a envoyé un message? Ouais, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, j'ai vu ce que tu faisais. Parce que je postais un peu quand même. J'avais été fait un petit compte Instagram. Je postais un peu sur Insta. On se suivait. Et je racontais mon quotidien, quoi. Et puis, il me dit, moi, ça me plaît bien, etc. Ça te dit qu'on monte un truc ensemble et tout. Donc, finalement, on bosse un peu ensemble. Mais assez vite, je me rends compte que j'ai envie d'être seul. Okay. Vu que c'était mon investisseur, je lui devais quand même pas mal de choses. Donc, il me prêtait l'argent. Moi, je devais lui rendre des comptes, etc. Et assez vite, je me suis dit, ça va pas le faire. Et donc, à un moment, pareil, on se voit une réunion. Et la réunion se passe pas comme on l'imaginait. Et puis, donc, je quitte un peu la réunion. Et là, Rolleray, donc, qui est toujours mon conjoint actuel, il me dit, écoute, Tom, je pense que ça va pas le faire avec ce gars-là. Moi, ce que je te propose, c'est que je te file l'argent pour débuter Tableau. Je dis, putain, tu ferais ça et tout. Il me dit, ouais, t'inquiète, ensemble, on va le faire. Ça va rouler et tout. Je lui dis, mais t'as même pas de thunes. Il me dit, t'inquiète, on va faire un crédit Cofidis, on va se démerder. Vraie preuve d'amour. Ouais, exactement. C'est fou. Et vraiment, s'il y a une personne qui a vraiment cru, même quand moi, j'y croyais plus, au début, c'était vraiment Rolleray, il était là, mais je te jure, ça va marcher. Tom, crois-moi, fais-moi confiance, je le sens, t'as la niaque, tu vas réussir. Incroyable. Et donc, bon, bref, donc, let's go, nous voilà tous les deux, bras dessous, bras dessus, pour aller monter Tableau. Et donc, voilà, c'est parti. Je prends un premier local de 30 mètres carrés. Je prends mes frigos, je retape l'intérieur, je commande mes marchandises et puis on fait un emprunt aussi à la banque un peu en plus de ce que Rolleray prend. Et puis la banque elle nous appelle 2 jours avant l'ouverture, elle nous dit désolé, je refuse l'emprunt, la redouche froide.
Je dis putain, mais c'est pas possible d'avoir autant de malchance. Et Rollery qui me dit mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Hop, il appelle le Boursorama, il refait un autre crédit de 10 000 euros, je crois. Donc avec 25 000, on a lancé Tableau. Ok. Et là, c'est un peu long. Le temps est long. Je n'ai pas de commande. J'attends dans mon petit local de 30 mètres carrés et je me dis mais comment vendre mes plateaux? Donc j'avais déjà réfléchi, j'avais déjà le packaging, j'avais déjà les plateaux en tête, j'avais déjà fait des fiches techniques, je savais que c'était rentable, j'avais un background de cuisinier, donc je savais comment fonctionnait une cuisine. Donc c'était déjà assez carré de ce côté-là. Et puis je distribue des tracts à la sortie du métro. Je vais voir un peu le facteur pour lui dire s'il vous plaît ouvrez-moi les boîtes aux lettres, que je mette des prospectus dans les boîtes aux lettres. Putain mais rien, pas une commande. À part, j'en vendais un et je dis toujours c'était ma mère qui me l'achetait. Et des amis, quoi. Et quand vous vendez 0 plateau pendant des semaines, quand t'en vends un, mais ça te donne l'énergie pendant toutes les 3 prochaines semaines, quoi. Tu te dis, mais tu vois, de supporter des petits business au début. Putain, mais j'étais le roi du pétrole. Quand j'avais vendu un plateau à 60 euros, j'étais là, mais trop bien. Let's go, quoi, c'est reparti. Soutenez vos amis, vraiment hyper important. Et votre famille. Et ouais, tout à fait. Et il y a eu quand même un déclic. À un moment, j'ai une amie qui me dit « Non mais Tom, il faut absolument que tu ailles sur Instagram, il faut que tu développes ça, etc. » Donc j'avais 2 amis qui avaient monté leur boîte et qui leur business fonctionnait bien avec Insta. Et donc du coup, je démarche une centaine d'influenceurs. Et le lendemain, je reçois une réponse d'une personne qui a 1 million d'abonnés. Et je dis à mon ami « Non mais attends, tu te rends compte, elle accepte de recevoir mon plateau dimanche. » Donc je lui envoie mon plateau, j'étais tout stressé comme ça et tout. Je lui fais le plus beau plateau que je peux. Et quelques heures d'après, j'attends la story, elle l'a fait. Et là, je vois les abonnés qui décollent. Okay, j'en prends 10 000 en 24 heures. C'est dingue. Trop fou. Donc énorme. Je voyais, Rollery, il avait téléchargé une petite application tu pouvais voir tes abonnés en temps réel. Et en fait, là, on voyait que ça s'emballait. Il y en avait un tous les secondes, 2 tous les secondes. Enfin, tu vois, au début, souvent, quand tu fais ta story, tout le monde s'abonne, tu vois. Ouais. C'est au début que tu as le plus d'engagement. Et c'était à folie. Là, c'était des très, très beaux moments de tableau, quoi. Et là, tout de suite après, on reçoit énormément de commandes. Avant, tu pouvais commander pour l'heure d'après. Il n'y avait pas un système de temps. Et donc, en fait, je reçois 15 commandes pour dans 2 heures, 3 heures, quoi. Donc, tu avais créé ton site web, etc. pour que tu puisses... J'avais créé mon site web à 2 000 €, un truc hyper simple. Mais voilà, avec pas beaucoup d'argent, on avait réussi quand même à faire un truc assez sympa. Et puis, donc là, évidemment, je suis en retard pour toutes les commandes. Je peux pas toutes les honorer. Et ceux que j'honore, je suis en retard de plusieurs minutes, voire heures. Donc, j'offre des bouteilles de vin. Mais au moins, Tableau était lancé. Et puis après, comment après ça a continué? En fait, quand vous tapez un influenceur d'1 million d'abonnés qui était un peu la queen de Paris à ce moment-là, et en fait, vous avez les 800 000, 700 000, 400 000 qui veulent aussi avoir qu'est-ce que la nouvelle trend. Parce qu'au début, on était juste une mode. Et eux aussi, pour les influenceurs, ils ont du contenu, ils doivent poster du contenu intéressant. Pas juste des cheveux, des machins, ils doivent montrer qu'est-ce que c'est un peu les nouveautés à Paris. Et donc, en fait, j'ai pas eu besoin de démarcher. On s'est fait rincer de DM juste après. Et derrière, il y a 2 influenceurs qui sont venus vers toi pour faire la promo, etc. Exactement, oui. On n'a jamais payé un seul influenceur. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est ouf. Et c'est des stories qui valaient 15 000 €. Ouais. Enfin, c'est ça dépend entre 2 à 15 000 pour les plus fous, mais parce que là, aujourd'hui, là, t'as combien d'abonnés? Là, on est le combien? Le 26 avril. J'ai regardé ce matin 488 000. C'est dingue. C'est génial. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps après, parce que tu as commencé avec du coup 10 000 abonnés et après au fur et à mesure ça a commencé. J'ai mis peut-être 6 mois à avoir 10 000 abonnés. Et c'est vraiment donc voilà avec le business d'Instagram qui nous a fait grandir. Et les plateaux ont commencé à vite j'ai eu 30 plateaux par jour, quoi. Et là le labo était trop petit. Et au bout de 6 mois, il fallait déménager. Donc j'appelle mon proprio, je dis oui, le labo est trop petit. Il se dit, tu te fous de ma gueule. Tu viens d'arriver. Et je dis bah ouais, mais je suis désolé, ça marche trop bien, il faut que je parte, quoi. Est-ce que je peux rompre le bail? Et super cool. Il me dit ouais, pas de souci, on va rompre ça à l'amiable, paye-moi 1 mois de plus, moi je vais trouver quelqu'un. Donc voilà comment c'est parti. Et la suite après c'était crescendo, on a monté vraiment les petites briques. Ok. On a essayé de pas de grandir trop vite pour pas avoir trop de charges fixes.
Et donc voilà, j'ai eu un premier employé, un deuxième. Maintenant, on est 22. 22, c'est 22 énorme. salariés à plein temps. Et 3 apprentis. Et puis, sans compter tous les livreurs qui bossent pour nous. Enfin, voilà, il y a du monde. Il y a du monde. Bah, bravo. Ouais, bravo, Ouais, non, incroyable. franchement, Et aujourd'hui, du coup, comment tu t'organises concrètement dans ta boîte, etc. Ouais, bien C'est sûr. quoi aussi même ton quotidien? Donc, du coup, dans la boîte, on est 3 associés. Donc, il y a Rolleray qui s'est associé. Évidemment, je lui ai donné Incroyable. des parties de tableau. Et il y a Clara. Donc, Rolleray s'occupe de la partie financière. Il s'occupe vraiment directeur financier de la boîte. Et Clara s'occupe de toute la logistique de la maison. C'est elle qui fait tous les rouages. Hein. C'est un peu, elle, la directrice générale. Ok. Et moi, je suis un peu le directeur artistique de tableau. Donc, je m'occupe de créer les tableaux, de savoir qu'est-ce que sera tableau dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, un peu la vision de la société. Trop bien. Et on imagine que aussi faire grossir sa boîte comme ça aussi vite, même si tu dis que tu y allais étape par étape, tu peux avoir, j'imagine, à certains moments des Frictions, des ouais, petites frictions avec tes associés. Est-ce que aussi il y a des moments où tu t'es senti un peu débordé? Ouais, mais tout le temps. Tout le temps. Et justement, toi qui as la partie créative, le fait d'être débordé, ça peut freiner la partie créative. Est-ce que toi, c'est le cas? Alors oui, tout à fait. Donc, Rolleray et Clara, leur rôle, c'est de me laisser créer. Et en fait, quand vous avez une société, la création, c'est ce que vous faites en dernier. On fait d'abord les payes, l'URSSAF, gérer, je sais pas, le lavabo qui fuit, plein de trucs du quotidien. Et en fait, vous dites, putain, mais la création, je bosse pas du tout la création. Et en fait, Clara, elle me prend toutes ces choses-là, et Rolleray, il me prend tout le reste. Et à deux, ils sont là, en fait, c'est un peu mes murailles, et aussi pour me tempérer. Moi, je dis toujours, ma créativité, c'est un peu comme ma flamme. Elle me fait me sortir du lit tous les matins, mais aussi elle me brûle. Et puis elle brûle aussi les gens qui sont autour de moi, quoi. Enfin, ça peut être dangereux à me suivre. C'est pas tous les jours simple. Donc eux, ils sont un peu mon tampon, mon régulateur. Est-ce que c'est toi qui gères aussi du coup la création de contenu sur Tableau Paris, Instagram, etc. Ouais, mais c'est la dernière chose que j'ai déléguée chez Tableau. Ok. Au début, il y avait les plateaux, après les buffets, après le management, tout ça, mais c'est la dernière chose. Et maintenant, j'ai une directrice communication, qui est ma cousine. Ah, mais c'est Trop bien, énorme. tu Ouais. en famille. Travailler en famille, en amis, en amour, tout ce qu'on dit ne jamais faire. Moi, j'ai Bah, finalement, c'est une bonne question ça. Tu le prends comment? Est-ce que pour toi c'est vraiment une force au quotidien? Bon, je me doute de la réponse, mais est-ce que tu peux un peu bien sûr. parler dessus justement de... Alors, donc, je pense que travailler avec ses amis ou sa famille, ça peut être dangereux. Mais si c'est des personnalités qui fonctionnent bien, qui matchent bien ensemble, c'est une force énorme. Voilà. Ok, non, ok, incroyable. C'est assez court Mais comme est-ce que réponse, justement, typiquement, tu verrais des freins aujourd'hui à peut-être d'autres assets pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour Tableau, le fait d'entreprendre avec quelqu'un de sa famille ou son amour ou son ami, etc. Ou justement, tu penses que ça peut aider encore à Pour upgrade? moi, ça peut aider. Je vois mon couple comme une entreprise, comme une... ça peut paraître un peu barbare comme je dis ça, mais on se soutient, tu vois, on est là, ok, c'est vraiment une team, une équipe hyper soudée. On essaye de vraiment séparer le temps perso, le temps pro. Ça doit pas être évident, bah oui. C'est hyper compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Mais on essaye de se faire quand même des petits moments en dehors de Paris et tout ça. Et on se dit, bon, ok, on ne parle pas de tableau, mais ça revient tout le temps sur le sujet. C'est passionnant, en fait, comme sujet. Et j'adore échanger aussi sur l'avenir de la boîte avec lui. Et Clara, elle est incroyable. C'est une machine de travail. Et je respecte énormément son travail. Et en fait, chacun a son domaine. Clara, elle est hyper bien organisée, très sociable avec les équipes. C'est vraiment ça se tend vraiment bien. Il y a une super cohésion dans la boîte grâce à elle. Rolleray, c'est vraiment structuré, tableur Excel. Et en fait, tous les trois, on se complète super bien. Moi, je suis plutôt le gars qui va dire, allez, on y va, on s'en fout, on n'a pas peur. Et plutôt, allez, on crée, mais c'est impossible. Mais non, c'est pas impossible, on va le faire. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites combien de chiffre d'affaires du coup? Donc l'année dernière, on a fait 2 millions 3 en décembre. Et là, on vise 3 millions cette année. On a une croissance à 49%. Énorme. Donc voilà, là, depuis le début d'année, 39% de croissance. Donc voilà, on est sur nos objectifs. Alors, quand on arrive à un tel niveau, comment on fait justement pour upgrade à chaque fois, justement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires? C'est quoi un peu à chaque fois les différents objectifs pour voir la progression? Déjà, il faut s'en fixer. C'est hyper important. Et chaque mois,
on se dit, OK, l'année dernière, on a fait ça. Le mois passé, on a fait ça. Par rapport à ces deux éléments, combien on se met en chiffre d'affaires et dans chaque domaine. Par exemple, nous, on fait des plateaux apéritifs, on fait des buffets, on fait des masterclass, on fait la communication, parce qu'on vend aussi notre communication. Et donc, dans ces domaines-là, combien on fait? OK, là, on fait 150 000 euros. Là, on fait 40 000 euros. Là, on fait 10 000 euros. Et évidemment, toujours avec une croissance. Et puis, on grandit, on investit. Tout ce qu'on a chez Tableau, on le réinvestit. Chaque euro. Franchement. Et là, t'investis dans Tableau. Est-ce que toi, t'investis sur toi aussi? Ah ouais, à fond. Et comment? Du coup, j'ai une psy, comme je vous disais au début, c'est hyper important de la santé mentale. Donc tout ce qui est un peu dans ma tête, à la place de le mettre dans mon couple ou dans ma boîte, je le mets avec cette heure-là, avec cette personne-là. J'ai un coach aussi plus d'entreprise. J'ai pas fait trop d'école de commerce, je sors de bac pro, donc évidemment il y a plein de choses que je connais pas. Donc c'est une personne qui va plutôt m'aiguiller sur la direction de Tableau et pour je reste bien sur mes rails. Et puis on se fait aussi aider avec des audits, pas mal avec la BPI. Donc des personnes qui ont 20 ans, 30 ans dans le métier de la restauration ou dans le traiteur et qui nous disent là c'est une bonne idée, allez-y dans cette direction. Là il y en a 10 qui se sont cassés les dents, n'y allez pas. Voilà, on gagne des années vraiment avec des personnes qui peuvent nous aider, qui ont l'expérience que nous on n'en a pas. J'ai 29 ans, Clara elle en a à peine 30, Rolleray il en a 31, enfin. Et tout le monde chez Tableau a à peu près moins de 30 ans, donc on n'a pas un peu l'expertise des grands, quoi. Ça doit être hyper stimulant de travailler avec une équipe de jeunes. Ça doit être fou parce que moi, typiquement, je me rends compte. Je travaille aussi en fait 3 jours par semaine dans une école. Ok. Et l'équipe est hyper jeune. Donc le dynamisme est différent. Et c'est ce qu'ils me disent, même eux. Ouais, Alors, ouais. par rapport plus à des expériences par rapport à mes anciens stages, ce genre de choses où l'équipe était assez vieille, entre guillemets. Ouais. Mais d'un côté, c'est cool parce qu'il y a de l'expérience aussi, ça veut dire. Mais l'équipe jeune, je trouve que ça aussi tire vers le haut, toujours aussi vers les questions d'avenir. Où on veut aller finalement, et c'est hyper intéressant. On est moins dans cette dynamique de on va rester à cet endroit-là pendant 8 ans. Il y a toujours un peu ce côté, je sais pas comment expliquer, un peu fou, Ouais, qui bien te dit sûr. que du jour au lendemain, en fait, je vais peut-être faire ci, ça, tout en restant structuré à minima, mais voilà, on se fait des plans un peu sur la comète, je trouve ça fou. Toi, avec Tableau, c'est quoi un peu les ambitions pour la suite? Eh bien, j'en ai beaucoup. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait 2% de ce que je veux faire. Les ambitions, je rêve d'aller aux États-Unis, un peu moins maintenant, mais c'était un rêve depuis toujours. J'ai toujours voulu emmener Tableau, peut-être à Londres, peut-être à Genève, peut-être à Madrid, mais d'exporter dans les grandes capitales. J'ai envie de faire de Tableau une marque hyper créative, d'être le leader dans le traiteur créatif dans les capitales, quoi. Quand un client il dit oh, mais je rêve de ça, mais oui, en fait, c'est possible, il y a aucun problème. Et pour moi, voir l'émerveillement de mes clients, c'est vraiment la promesse que je veux un peu transmettre. Je veux qu'ils se disent, mais waouh, on n'a jamais vu ça. Trop bien, trop stylé. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter vis-à-vis d'un client, je sais pas, qui t'a peut-être marqué? Ouais, bien sûr. J'en ai plein. On travaille beaucoup avec les maisons de luxe. Et le domaine du luxe, c'est un domaine qui n'a pas de limite. Et donc il y a une cliente pour le Noël dernier, elle me dit j'aimerais bien un buffet voilà suspendu. Donc elle me fait une image sur le générateur d'images ChatGPT et elle me dit voilà ce que j'aimerais. Donc c'était une espèce de grille au plafond avec plein de cordelettes qui tombent et des assiettes en lévitation comme ça, mais genre une centaine d'assiettes. Et je dis à la cliente et j'adore ta créativité, mais là, ça va être chaud. L'assiette, elle va bouger dans tous les sens. Si quelqu'un prend quelque chose dedans, Tu vas se la prendre. Ouais, quelqu'un va se la prendre. C'est de la botte, en fait. C'est particulier. Il me dit, ouais, t'inquiète, pas de souci. Elle me régénère une image. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me pondre? Et super, en fait, elle me met un énorme plateau en bois avec un buffet magnifique dessus. Et je dis, mais vas-y, let's go, on va le faire. Donc j'appelle mon père, et qui, comme je disais, je suis très proche et qui a une grande importance aussi dans la vie de Tableau. Il a suivi chaque étape, il m'a rénové pas mal de mes ateliers au début. Il est un peu dans la construction et tout, c'est un bon bricoleur. Et je dis, papa, j'ai besoin d'une planche de 7 mètres sur 3. Est-ce que tu peux me faire ça et tout? Mais pas de souci, mon chéri, on débarque à Paris, on va acheter ça sur leur Merlin, on va se débrouiller. Et pas de souci, il fait les trous, il rajoute les trucs en métal, les cordes.
Et puis on arrive sur le lieu. Puis finalement, la cliente nous a donné une mauvaise estimation par rapport à la hauteur du plafond. Donc en fait, on se voit qu'on est trop court, le buffet va être trop haut, donc on est parti acheter des cordes. Et puis on a fait un buffet magnifique sur le thème de la forêt enchantée. Donc voilà, un buffet pour une centaine de personnes. Et le buffet était suspendu au plafond. Enfin, ça était tenu par des câbles. Mais c'est hyper lourd et tout est en argent avec des bougies, avec des fleurs, des plantes. C'était une vraie prouesse, tu vois. C'est Construit par le padré. C'est fou. Incroyable. Putain, c'est dingue. Et là, toi, si t'avais, parce que donc, comme t'as dit, tu vas étape par étape. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui vont écouter ce podcast, entrepreneurs, entrepreneuses. Toi, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à ces personnes qui soit n'osent pas se lancer, ou soit qui se sont lancées et pour qui, en fait, leurs ambitions sont limite inatteignables, voire trop loin? Ouais, peut-être ce que je dirais, c'est d'être dans l'action. Ce qu'on me reproche assez souvent, c'est moi d'aller tout le temps à fond, quoi. Let's go, on le fait, et sans réfléchir assez peut-être en amont, mais au moins je fonce, quoi. Let's go, on a une idée, appliquez-la tout de suite. Et il y a j'ai plein de mauvaises bonnes idées, ou je sais plus comment on dit, mais j'ai plein de fausses bonnes idées, voilà. Mais au moins, peut-être dans les 10 fausses bonnes idées, il y en a une qui va fonctionner. Donc mon conseil, c'est allez-y, testez. L'action, c'est ce qui aussi est un peu contre la peur, quoi. Voilà, on est un peu figé des fois, on se dit putain, mais est-ce que c'est prêt? Est-ce que le produit parfait n'existe pas? Le premier tableau que j'ai livré, il est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Il y a eu 1000 versions de tableaux. Mais voilà, c'est de se lancer. Il y aura toujours une première version. De toute façon, les premiers clients, ils n'étaient pas contents. C'est pas grave. Regardez les premiers tableaux. Les clients, ils ont pété un plomb parce que personne n'était satisfait. Mais ça n'a pas empêché que le tableau grandisse. Incroyable. Passer à l'action. Ouais, c'est un sacré message. J'ai une petite question. Quand justement tu fais du coup des prestations pour tes clients, etc., comment ça se passe un peu dans l'événementiel en tant que tel, surtout dans l'environnement du luxe? Ça se passe comment? C'est-à-dire que il y a les préparatifs, comme tu as pu en parler avec la story time. Ouais. Mais comment ça se passe avec le client et surtout toute l'organisation autour de ça, l'atmosphère? Voilà. Tu veux savoir comment on organise un buffet, ou est-ce que tu veux savoir comment, quand j'arrive, qu'est-ce que disent les clients, ou, Ouais, les deux en fait. Okay. Ouais. Donc un client, généralement, il nous trouve sur Instagram, qui est notre principal canal d'acquisition. Ouais, canal d'acquisition, exactement. Et soit il peut passer directement par le site internet et commander ses plateaux et se faire livrer, comme un site e-commerce classique. Ou soit il peut nous appeler et là on peut faire un truc un peu plus chiadé. On peut avoir des serveurs, de la vaisselle, on a un vrai traiteur. Voilà, on fait un peu tout pour l'événement, quoi. On est un peu un créateur d'événements. Et puis quand on arrive sur place, ça j'ai remarqué, il y a un peu deux types de clients. Ceux qui nous connaissent. Et en fait, t'arrives et ce qui est génial, c'est qu'ils te considèrent comme d'égal à égal. T'arrives chez Chanel, ils ont vu ton travail avant et ils savent que ça va être magnifique. Et ils te considèrent presque comme un artiste, tu vois. Ils disent oh, mais ça va être trop. Enfin, j'ai trop hâte de voir le résultat. Merci beaucoup de venir. Les fleurs sont déjà magnifiques. Et tu vois, t'as un peu ce respect-là de waouh, ces tableaux qui arrivent. Et puis de l'autre, t'as ceux qui ne connaissent pas et puis qui sont respectueux. Et il y en a d'autres qui disent bon, mettez ça là, allez-y, il faut aller plus vite, nanana. Ils se rendent pas compte du travail qu'on va faire pour eux. Et voilà, on a plusieurs types de clients. Oui, ils considèrent comme quoi, on vous a payé, donc voilà, maintenant on est un prestataire classique. Voilà, faites pas de bruit et faites le taf vite, quoi. Et en général, toi, donc sur différents événements, tu restes sur place. Tu fais quoi dans ces moments-là? Du coup, nous, généralement, on monte le buffet. Et ce que le client il veut, c'est nous, on s'éclipse. Et les serveurs, après, prennent le relais. C'est des serveurs qui ont l'habitude de travailler chez Tableau. Mais nous, on laisse le client profiter. Trop bien. Trop stylé, hyper intéressant. Et si tu devais peindre ou réaliser un tableau, qui serait le tableau de Tableau, Paris, où tu y mets les événements les plus marquants de ton aventure entrepreneuriale, ce serait quoi?
Qu'est-ce que ce serait? Ce serait... Waouh, c'est incroyable. Je dois dire quelques petits événements. C'est ça, des les événements événements. Et marquants. après, les premiers. on s'invite chez toi et on va le faire en direct. Ah ouais, tiens. Donc, le marketing chez Tableau, c'est hyper important. Savoir faire rêver les gens, pas que quand ils ouvrent un plateau, mais vraiment à travers des vidéos hyper inspirantes sur Instagram. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on va prendre un cadre qu'on a acheté chez un antiquaire et on a collé un carton derrière et on a recréé un tableau, mais qui va tenir à la verticale avec un pistolet à colle. Donc, on va coller les crackers, on va coller les tomates cerises, on va coller les légumes et tout ça. Et on est parti au Louvre et on l'a mis sur un chevalet et on a mis à côté de Tableau Paris et on s'est assis à côté justement d'un petit café et on prenait en vidéo tous les gens qui regardaient et qui étaient émerveillés de voir un peu l'art, quoi. Il dit, oh, mais en fait, c'est des fruits, c'est vrai, c'est un tableau. Donc, tu vois un peu le lien entre l'art et la nourriture. Et après, cette vidéo-là, on en a fait, enfin, ces petites vidéos-là, on a fait une story Insta, un réel, et qui a cartonné. En fait, c'était pas vraiment le jour J qui était important, c'était ce qu'on allait en faire après. Donc voilà, c'était, là, j'ai vraiment pris du plaisir à faire des vidéos exceptionnelles, enfin, incroyables, qui font rêver les gens sur Insta. Il y a eu ça, mon premier gala. Chaque année, je fais un gala où j'invite mes plus grands clients. Donc, Chanel, Hermès, Dior, mais on a aussi des entreprises de BTP, on a tout type de clients et même nos meilleurs clients particuliers, parce qu'on fait aussi du particulier et du pro. Et voilà, donc c'était un événement où j'invitais 150, 200 personnes. Et puis, tout le monde est habillé super beau, avec des belles robes de soirée. Et on a fait un buffet de 7 mètres. Wow. De haut. Pardon, je vous ai pas dit. Donc je me suis dit, à la place de faire des buffets de long, je me suis dit, on va faire un buffet en hauteur. Donc évidemment, tout n'est pas accessible, mais voilà, c'était. C'est ouf, je trouve c'est ça la- incroyable. Vous avez pas vu? Non, Faudrait que je Ah vous- non, non, ça j'ai pas. Bah, pourtant, Ah, on on a l'a bien préparé fait, l'interview. ouais, ça. Ok. Mais ça, j'ai Non. pas vu ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu la part de rêve. C'est quand tu arrives dans cette pièce, tu vois un buffet de 7 mètres de haut, tu te dis, mais en fait, le gâteau qui est à 7 mètres, je le veux, mais je peux pas l'atteindre. Donc, plus les gens mangeaient les étages supérieurs, plus on descendait les étages supérieurs. Les étages supérieurs, on les descendait. Et en fait, les gens, ils ont trouvé ça génial sur le coup. Excellent. C'est incroyable. Et puis, un petit dernier, quand je me suis associé avec mes deux loulous. Incroyable. Excellent. C'est hyper important. Enfin, ils ont une place énorme dans la société. C'est la famille. Ouais, vraiment. C'est les S comme. Incroyable. On va, je pense, conclure cette belle interview. Est-ce que Ok. tu aurais un mot de la fin que tu voudrais partager, que ce soit pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ou voilà, quelque chose à partager? Je sais pas, le petit mot de la fin. Oula, c'est difficile ça. Et Ouais, les c'est- gens, à chaque fois, ils ont quelque chose à dire. Ouais. La première chose qui te vient à l'esprit. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Vraiment. Bah, je reviens un peu sur au moment où je suis rentré des États-Unis. Et puis je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se demandent, mais est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire de mon existence, quoi? Et je leur dis, mais en fait, il n'y a pas de problème. Essayez, recommencez, trompez-vous. Et puis il y a des moments où on se dit, mais putain, mais en fait, je suis tellement paumé. Mais en fait, ça va fonctionner, ça paye. Et ces moments-là, bah, on rebondit toujours. Et au moins, on a eu le courage de se poser la question et de tout remettre en question pour peut-être trouver sa vraie destinée, sa vraie voie. Incroyable. Bah, merci beaucoup, Tom. Très, très beau message. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre donc sur Instagram. On est sur TikTok, sur LinkedIn aussi pas mal. Donc c'est Tableau Paris. Ouais, On mettra tout en description. Exactement. Ok, Trop bien. excellent. Merci pour ton partage. Merci. Tom. Merci génial, beaucoup, Tom. j'adorais. Incroyable. Merci à vous. On vous le rappelle, un nouvel épisode sort tous les 1er et 15 du mois en cours, que ce soit sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Donc vraiment, pensez à liker, partager, commenter cette vidéo, ça nous donne énormément de force. Et on s'engage en recevant cette force à vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité avec des invités toujours plus inspirants. Et ça, on vous le partagera dans Sous les apparences. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.